S'il y a bien deux inventions qui ont bouleversé notre quotidien et plus encore celui de nos enfants qui sont nés avec, ce sont celles d'Internet et du smartphone. Selon certains psychiatres, ces technologies auraient en tout cas de réels effets sur le cerveau des jeunes comme des moins jeunes. Alors, ces technologies font-elles courir de vrais risques à nos adolescents? Si oui, comment les protéger? Faut-il limiter, interdire ou laisser faire? Autant de questions autour desquelles nous allons échanger avec nos trois invités du jour. Honneur aux dames. Pour commencer, bonjour Stéphanie Hugues, vous êtes éducatrice spécialisée. Bonjour Céline Garnier-Martinez, vous êtes chargée de prévention chez Addiction France, qui est une association. Et Alexis Boban, bonjour, écoutant à la Maison des adolescents de la Meuse. Alors, je me tourne un petit peu vers vous trois, mais peut-être plus spécifiquement vers vous, Céline. Une question, j'allais dire, très factuelle, de façon vraiment très factuelle. Que sait-on aujourd'hui eh bien, des risques réels d'une trop grande exposition aux écrans et aux technologies connectées par ailleurs? Est-ce que ces risques sont différents en fonction des âges? Alors, tout d'abord, il faut souligner que l'utilisation des écrans est d'autant plus sollicitée aujourd'hui dans les scolaires, dans notre vie professionnelle. On est toujours obligé d'être connecté et du coup, c'est vrai que les risques... des études montrent qu'il existerait 7 écrans par foyer. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme dans un foyer. Et tout va se jouer aussi sur l'utilisation que l'on en fait des écrans. Donc il y a plusieurs facteurs aussi à prendre en compte sur ça. Ce qui pose problème, c'est bien sûr l'utilisation qu'on en fait, et d'utiliser trop les écrans, ça tue un peu les écrans. Trop d'écran tue l'écran. Trop d'écran tue l'écran, c'est ça. Donc les risques sont bien réels. Des études prouvent qu'il y aurait quand même à différents niveaux, que ça soit chez les petits, chez les adolescents ou même chez les adultes, une augmentation de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc théoriquement qui arrive plus tard chez les personnes âgées. Là, on se rend compte que cette DMLA, c'est comme ça que ça s'appelle, elle arriverait de façon précoce. On aperçoit aussi qu'il y a une augmentation de l'anxiété liée à l'utilisation diverse des écrans. Donc les écrans, c'est les jeux vidéo, c'est les tablettes, c'est les smartphones, c'était vraiment tous les écrans. Donc ça augmenterait l'anxiété. Ça serait aussi lié, donc cette lumière bleue exciterait un petit peu la rétine, donc ce qui entraînerait des difficultés à l'endormissement, puisque ça limiterait la sécrétion de la sérotonine. Du coup, voilà. Pas d'écran le soir, idéalement. Alors, idéalement, on dit pas d'écran le soir avant de se coucher, parce que ça limite l'endormissement. On a quelques éléments, Alexis, qui font presque un peu peur, pour être tout à fait honnête. Du coup, est-ce qu'il faut restreindre ce temps d'écran? Si oui, à combien de temps? Et en fonction de quoi on calcule, si l'on peut dire? En fonction de quels éléments? Alors, les premiers éléments qui vont être à prendre en compte par rapport à ce calcul, ça va tout d'abord être l'âge de l'enfant ou de l'adolescent en question, ça c'est une certitude. Plus on est jeune, moins on expose, schématiquement. Ça, exactement. Et dans un deuxième temps, ça va être aussi le côté progressif, comme pour tout ce qui nous entoure un peu aujourd'hui. Les smartphones et Internet, ça reste des outils, et les outils, il faut apprendre à les utiliser correctement. Donc le temps d'écran doit être progressif, donner accès à un smartphone, ça peut être une bonne chose dans une éducation, mais il faut le faire dans un premier temps avec parcimonie, apprendre bien évidemment les bases de sécurité, etc. Mais surtout limiter le temps d'écran dans un premier temps. Est-ce qu'il y a un seuil, j'allais dire, plancher un petit peu, qu'il faut surtout pas excéder, ou c'est dur de le déterminer comme ça? C'est difficile de le déterminer comme ça, d'autant que ça va varier selon les familles, selon les éducations. Dans mon expérience à la Maison des adolescents, je peux être confronté à des ados qui sont sur les écrans, uniquement l'écran du smartphone d'ailleurs, plus de 5 heures par jour sans problème. Et à côté de ça, je peux être aussi confronté à des adolescents qui, eux, ne vont pas du tout regarder leur smartphone et vont aussi chercher des activités autres que celles-là. Tout dépend des stimulations finalement. Bien sûr. Qu'il y a autour. Voilà. Stéphanie, allez-y.
Alors, du coup, moi, je rebondis parce que Oui. c'est vrai que mon métier, c'est chargé de prévention. Et en fait, je rebondis sur ce que Alexis dit. Il est conseillé, en fait, de faire 1 heure d'activité pour 1 heure d'écran. D'accord. C'est ce qui est conseillé. De plus, ce qui est conseillé aussi, c'est que lorsqu'on a un usage excessif des écrans, quel qu'il soit, c'est de faire des pauses toutes les 20 à 30 minutes. Donc, c'est-à-dire que de détacher notre regard de l'écran, de fixer un autre point au loin, de cligner des yeux pendant environ 10 secondes. Ça permet à notre vision, en tout cas cette accoutumance qu'a la vision pour refaire la mise à jour. Parler simplement Bien sûr. avec les mots que je ne suis pas médecin. Voilà. Mais ça permet vraiment aussi de limiter ces risques liés à toute cette problématique au niveau de la santé et des troubles visuels qui pourraient apparaître. Stéphanie, on a parlé un peu de durée, j'allais dire de chiffres et de quantité, mais est-ce qu'il ne faut pas, dans un premier lieu, surtout surveiller les contenus? J'ai envie de dire, si je caricature, on peut utiliser un smartphone pour lire l'œuvre totale de Shakespeare ou Tolstoï. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas surtout le contenu sur lequel il faut être vigilant? Il faut être vigilant sur les deux, sur le temps d'écran et sur le contenu de l'écran. C'est vrai que c'est un bel outil, Internet. On a accès à de la documentation rapidement, c'est gratuit, on n'a plus besoin de sortir, d'avoir accès à une bibliothèque. Là, pendant le confinement, ça nous a bien aidé. Il faut limiter le temps d'écran et surtout, il faut prendre conscience que ces règles-là, le cadre, il faut le donner dès le plus jeune âge. Notamment avec les 4P, donc pas d'écran le soir, pas d'écran quand on mange, pas d'écran, pas de jeux vidéo avant l'âge de 6 ans, on joue pas tout seul. J'en oublie un. On a 3P pour l'instant. On a que 3P. C'est déjà éclairant. Voilà, et pas d'écran dans la chambre. Ça, c'est les bases. Et l'enfant, il va grandir avec ces règles-là, donc on va les instaurer. Donc pas d'écran avant 3 ans, donc ça veut dire qu'on on va pas laisser un enfant regarder la télé. Même les sons, ça peut être anxiogène, ça peut apporter des dommages. Donc il faut être vigilant avec ça et il faut faire grandir, l'enfant va grandir en même temps que les règles. Ça veut dire qu'il faut aussi, une fois qu'il est adolescent, s'intéresser faire évoluer les règles, en discuter avec lui pour qu'il les comprenne, parce qu'une règle c'est bien, mais c'est bien quand elle est comprise aussi, donc c'est important aussi de discuter avec son ado. C'est bien aussi de jouer avec lui, de voir un petit peu à quoi il joue, qu'est-ce qu'il va regarder sur Internet, pourquoi il va regarder ça, pour aussi prévenir les risques. Ça veut dire que si jamais il peut avoir accès à un contenu malveillant, qu'il puisse au moins le dire et puis dire ce qui l'a choqué, verbaliser. Le plus important, c'est la communication. Alexis, on l'a bien compris, quelques principes, j'allais dire, un peu fondateurs, comme ça, en termes de vigilance. Mais est-ce qu'il y a des contenus qui doivent impérativement appeler à la vigilance, sur lesquels on ne peut pas transiger? Dans une logique de protection, je pense que c'est tout d'abord des contenus violents, voilà, de toutes les natures possibles, que ce soit de la violence physique, que ce soit même de la pornographie, qui intervient beaucoup avec des facilités de connexion sur des sites, qui est assez, même pour un ado, qui demande 2 clics, voilà. Donc c'est un peu compliqué à surveiller. C'est vraiment ces sujets-là qui vont être préoccupants, surtout le fait qu'ils sont pas forcément adaptés à l'âge, qui sont pas du tout adaptés d'ailleurs, pour éviter que l'adolescent soit confronté à des contenus qui peuvent potentiellement être traumatisants pour lui, parce que dans certains cas, on va vraiment parler de traumatisme, donc de choc violent au niveau psychologique. Par rapport justement à des contenus comme cela, et même des contenus qui peuvent être un peu horrifiques. En ce moment, c'est sur YouTube particulièrement, il y a une grande mode ce qu'on appelle des NFK, donc des descriptions de meurtriers, de tueurs en série, des récits de serial killers, des études d'enquête, etc., qui peuvent être assez choquantes et qui peuvent être surtout très addictifs selon la façon dont elles sont tournées et expliquées. Des visites de maisons abandonnées qui sont prétendues hantées, des choses comme ça. Et tout cela, évidemment, c'est très facile d'accès. Du coup, la question, comment on fait concrètement pour encadrer les pratiques, pour surveiller, pour protéger? On va checker un petit peu, consulter les historiques de navigation. Comment on fait pour être pas trop intrusif, mais quand même encadré concrètement?
Eh ben, en fait, c'est vrai qu'en tant que parents, on est tous inquiets, même les frères et sœurs, des fois, ils sont inquiets du contenu qui peuvent être divulgués sur Internet et auxquels ont accès les enfants, leurs frères et sœurs. Du coup, il existe des sites tels que e-enfance, par exemple, qui vont donner quand même un listing de tout ce qu'on peut trouver, notamment au niveau des jeux vidéo, avec un détail du jeu vidéo, les logos PEGI, dont on pourra reparler plus tard. Donc ça permet vraiment de cibler les jeux vidéo les plus Voilà. violents, les plus anxiogènes peut-être. Pas forcément les plus violents, Ouais. mais savoir, les parents peuvent se référer à ce site-là, ils D'accord. peuvent y aller sur e-enfance, de façon à ce qu'ils puissent avoir déjà un regard sur à quel jeu vidéo joue mon enfant. D'accord. Au lieu de l'acheter immédiatement, ils pourront se référer à ça pour trouver une liste détaillée, les objectifs du jeu, quel est le but, est-ce qu'il y a justement des problématiques de violence, de langage assez grossier, de vulgarité, de pornographie, etc. Et on va pouvoir aussi trouver sur ce site des contrôles parentaux qui sont gratuits et qui sont utilisables sur toutes les consoles. Aussi bien YouTube, aussi bien sur les téléphones, Internet. Ça va vraiment être sur différentes consoles, pas seulement la dernière cri, la PS5, etc. Ça va être vraiment sur tous les contenus. Et le problème du contrôle parental, c'est que ça n'exclut pas certains contenus. C'est plus des contrôles, des gestions de temps qui vont être utilisés. Et on sait très bien qu'à un moment donné, si, comme le disait ma collègue, si on ne discute pas de la règle mise en place et que l'on éteint directement le jeu vidéo, eh ben ça risque l'enfant, l'ado risque de rentrer dans une crise violente. Et du coup, parce que l'adulte ne sera pas posé la question de est-ce qu'il y a une sauvegarde, est-ce que c'est un jeu vidéo sans sauvegarde tel que Fortnite, voilà, le contenu est totalement perdu s'il n'enregistre pas ou s'il termine pas sa partie. Donc c'est vrai que les contrôles parentaux ils sont bien, mais attention parce que des fois ça s'arrête à telle heure parce qu'il y a tant de temps. Et du coup, ça peut entraîner d'autres crises. Donc c'est vrai que l'espace dialogue est vraiment très très important. Tout à l'heure, le constat, Stéphanie, sur tout à l'heure, on parlait de lire Shakespeare sur une tablette. Ouais. Si on a une coupure internet ou le temps qui s'est écoulé, on s'arrête, on peut la reprendre le lendemain à la même page. Elle n'aura pas bougé. Tandis qu'une partie qui n'est pas sauvegardée ou un monde qui n'est pas passé, là, ça peut créer une frustration. Et ça peut créer du conflit. Et ça peut créer du conflit, du coup, à l'intérieur de la famille parce que ça n'a pas été discuté avant, parce que il y a un sentiment d'injustice parce que les jeux vidéo sont aussi créés pour ça. Ils sont créés pour pouvoir susciter toujours la découverte, toujours avoir envie d'aller le dépassement de soi. Alors il y a plein de choses positives, ça va développer le jeu en équipe, ça va développer des facultés de stratégie, mais il y a aussi un versant qui est la frustration. Et du coup là c'est difficile pour l'adolescent de se contenir parce que il trouve ça injuste. Et ces contenus en fait développent la curiosité, l'envie, et ce qui est addictif en fait, c'est le fait que ces contenus, et ils ont très bien compris les jeux vidéo, comment ça fonctionnait, les réseaux sociaux, TikTok, etc. C'est des contenus sans fin en fait. Et c'est à cause de ces contenus sans fin que les ados, les adultes ne vont plus arriver à se restreindre. Donc c'est vrai que les jeux vidéo développent de plus en plus de jeux de ce sens-là, où il y a du contenu à racheter quotidiennement, ça ne s'arrête plus, le jeu continue de jouer, même si nous on éteint, donc la guilde, la partie continue de tourner, donc ils ont vraiment bien compris, et ils poussent en tout cas tout le monde à être tout le temps connecté pour ne rien louper. Alexis, on a parlé des jeux vidéo, on va parler aussi des réseaux sociaux dans quelques instants, mais question toute simple, à partir de quel âge on peut confier un smartphone à un adolescent? Est-ce qu'on peut par exemple passer par une espèce de première étape, qui consisterait à confier un téléphone sans connexion internet pour les plus jeunes? Effectivement, ça peut être une bonne première étape, un téléphone sans connexion, où le but, la seule fonction du téléphone, c'est d'être joignable, de pouvoir, c'est ce qui va enlever de l'anxiété à certains parents et à certains adolescents qui peuvent être un peu en stress, notamment la première année de collège, la 6e, on sait que c'est toujours le saut dans un monde inconnu.
Et puis progressivement passer sur un smartphone, effectivement, peut-être qu'au début un smartphone sans connexion à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire à laisser le smartphone avec juste une connexion Wi-Fi pour le départ, pour progressivement apprendre toutes les clés pour pouvoir se mettre en sécurité sur les réseaux sociaux, justement sur les sites internet, et au fur et à mesure donner de l'autonomie à son adolescent, comme on le ferait dans d'autres domaines de l'éducation. Bien sûr. Stéphanie, on vient de parler d'âge minimum en quelque sorte. Pour parler justement des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un âge en dessous duquel il ne faut pas autoriser un enfant, un ado peut-être, à se créer un compte Facebook, à se créer un compte Instagram? Ça, c'est au choix du parent, après, de laisser ou pas son adolescent aller sur les réseaux sociaux. En général, les réseaux sociaux, ils sont ouverts à partir de l'âge de 13 ans. Alors, à partir de l'âge de 13 ans, avec le consentement des parents. Et après, entre 14 et 15 ans, le consentement peut être donné sans les parents. Après, il faut toujours être vigilant. Ça veut dire qu'aussi, un ordinateur, il doit être dans un lieu de vie, pas dans une chambre, pour pouvoir toujours avoir un œil sur ce qui est fait, sur l'attitude du jeune aussi, parce qu'il peut aussi y avoir du harcèlement ou d'autres choses qui se passent sur le net. Avant, les enfants, ils pouvaient avoir être pas bien à l'école, mais rentrer à la maison, ils avaient un sas, où ils se sentaient bien, où ils étaient entourés. Maintenant, on se rend compte aussi que le harcèlement, il dépasse ça. Avec l'outil Internet, il faut être vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'il faut être vigilant, Céline, aussi par rapport aux messageries, comme WhatsApp notamment, là aussi, il faut se concentrer un petit peu sur l'usage et sur la pratique, encadrer. Oui, il faut être toujours vigilant. En fait, alors WhatsApp ou Snapchat, c'est pareil, ce sont des réseaux sociaux. On a tendance à mettre de côté Instagram, Facebook, etc. et puis de dire les autres, c'est pour autre chose. Non, ce sont des réseaux sociaux et il faut savoir que la grande majorité des problèmes en milieu scolaire provient de disputes qui ont démarré sur les réseaux sociaux. Donc avant, comme le disait ma collègue, il y avait une sorte de sas, on rentrait chez soi, la dispute se terminait et puis c'était même réglé en 2 temps, en 3 mouvements. Maintenant, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Les messageries qui seraient la genèse d'un conflit parfois. Et des fois, au lieu que le conflit se situe entre 2 personnes, ça va prendre une telle ampleur que tout le monde va s'en mêler et que ça va faire par le biais de groupes. Par le biais de groupes, tout le monde va s'en mêler, tout le monde va vouloir avoir son dernier mot. Et au sein des établissements scolaires dans lesquels j'interviens, il y a vraiment une mise en garde qui est faite par les chefs d'établissement scolaires, les CPE, sur ces réseaux sociaux, à bien dire aux parents attention, si on pouvait éviter que vos enfants, dès la rentrée en 6e, rentrent dans des réseaux sociaux tels que Instagram, même si c'est dédié spécialement à la classe, soi-disant, on voit toujours que les premiers problèmes arrivent sur ces réseaux par des petites choses, des petits détails, et qui après engendrent des autres problèmes au sein de l'établissement scolaire. Donc de plus en plus, on est obligé de résoudre des problèmes qui sont en dehors des établissements scolaires. C'est plus facile parce que du coup c'est un écran, on écrit les choses, on les trouve pas, et on du mesure coup pas forcément la portée, on prend de la distance alors que les mots ils touchent autant que... Il y a moins d'empathie. Il y a moins d'empathie. Si on peut redonner des chiffres, par exemple Facebook, sur le site qui est en France, on peut voir que les 8-19, ça correspond à 52%, et à 52% des 8-19 qui sont connectés à Facebook. Sur Snapchat, on passe à 81% des 8-19, pour donner un petit peu des chiffres pour qu'on se rende compte un peu de l'influence que les réseaux peuvent avoir sur la jeunesse. Donc Facebook est un réseau de vieux. Et TikTok, qu'on n'a pas parlé, qui est aussi le réseau actuel qui touche quand même vraiment beaucoup de monde. Alors on n'a pas assez de retours sur les études, en tout cas pour avoir des chiffres au niveau de la France, mais en tout cas dans le monde, on sait qu'il y a 8 millions d'utilisateurs dans le monde et que ça touche 41% des 16-24 ans. Donc pour l'instant en France, on n'en a pas encore le retour, mais quand on questionne un petit peu, nous, dans les passages dans les écoles primaires ou dans les collèges, on se rend compte que TikTok, au final, ils l'ont dès l'école primaire. 16-24, c'est les utilisateurs du site. Après, ça comptabilise pas toutes les personnes qui regardent les vidéos. C'est ça. Alexis, pour rester sur la thématique des réseaux sociaux, un cas concret, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit quand on constate qu'un adolescent manque de pudeur, s'expose trop sur les réseaux sociaux? Quelle réaction? Alors la première réaction à avoir, je sais qu'elle est assez difficile pour les parents.
c'est surtout de ne pas culpabiliser son adolescent dans un premier temps, ne pas l'accuser d'avoir envoyé des photos ou envoyé des photos trop intimes en tout cas. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, le principal, ça va être la communication, d'expliquer les risques, d'expliquer ce que ça peut engendrer, partir sur des situations de cyberharcèlement, puisque la photo peut être conservée par la personne qui va la recevoir, effectivement. De toute façon, la photo sera conservée par l'application ou par le réseau social sur lequel elle a été envoyée, puisque dans les conditions d'utilisation générales qu'on accepte tous pour pouvoir les utiliser, c'est bien précisé que les photos sont sauvegardées. Voilà. Même sur Snapchat, qui pourtant n'affiche la photo que 10 secondes sur le téléphone qui la reçoit, la photo va être conservée dans des serveurs. Donc la clé, ça va être la communication, d'expliquer qu'effectivement, suite à des envois de photos qui vont être jugées trop intimes ou de vidéos qui vont être jugées trop intimes, il peut y avoir des situations de cyberharcèlement, des photos qui peuvent ressortir, qui peuvent être diffusées aux copains du collège, aux copains du lycée, et que ça peut entraîner des situations vraiment dramatiques pour le jeune, pour la famille, pour les copains, les copines, enfin pour vraiment beaucoup de monde. Il y a aussi un phénomène parfois de dépendance aux réseaux sociaux, notamment, qui peut s'installer. Céline? Oui, en fait, c'est vrai que ça fait partie... on parle des écrans, mais au final, il faut savoir que les réseaux sociaux attirent de plus en plus de jeunes qui l'utilisent pour leur plaisir, pour tromper l'ennui, mais aussi alors il faut pas diaboliser tous les écrans et les réseaux sociaux. On a bien vu que pendant le confinement, c'était notre moyen de garder le lien social, et il faut pas l'oublier aussi. C'est que les réseaux, à la base, c'est pour garder du lien social. Donc il faut pas les diaboliser en disant aux jeunes non, surtout pas de réseaux sociaux parce que non, en fait, comme je rejoins mon Alexis. Là, qui dit en fait c'est le dialogue. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut publier? Et de bien aussi dire attention, tout ce qui est publié, quel que soit l'âge, ça restera sur les réseaux, ça restera dans les serveurs, et ça peut ressortir à n'importe quel endroit de la planète. C'est bien ce qu'il faut se dire. Il y a des expériences qui ont montré qu'une famille, des adultes, qui ont pris un selfie, ils étaient bien, etc. Et puis ils sont allés au Canada, et là, sur une publicité, un gros panneau d'affichage, c'était leur enfant. Oui, pour une pub de couche ou de je sais plus trop quoi. Sans qu'ils soient au courant, bien sûr. Sans qu'ils soient au courant. Donc toutes les démarches sont mises en place, et au final, ils ont rien le droit de faire, ou ça prend énormément d'années pour faire retirer ces publications, parce que ce qu'ils n'ont pas lu dans tout ce qui était réseaux sociaux, c'est le règlement qui fait 10 pages, et qu'on ne lit pas forcément, notamment quand on est jeune, et même adulte. Personnellement, il faisait trop, nous on voulait juste Facebook, tac tac, on coche, oui d'accord. Et c'est parti. Sauf que c'est parti, et les jeunes ne le savent pas forcément, et ça peut engendrer en tout cas des difficultés pour faire retirer certaines photos. Alors peut-être pour terminer, un autre cas concret, on se rend compte par exemple que son enfant consulte des contenus qui sont préoccupants. Quel conseil vous pourriez préconiser? Comment on réagit? Est-ce qu'il y a des organismes par exemple qui peuvent accompagner les parents dans ce genre de situation? Alors après, ça dépend si on parle juste du contenu ou si on parle d'addiction. Si c'est juste sur le contenu, il y a le numéro national 3018 qui peut être appelé pour avoir des informations, pour qu'on puisse nous écouter et puis avoir des informations précises sur ce qu'on peut faire. Maintenir la communication avec l'adolescent, savoir pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a été regardé, ou alors qu'est-ce qui l'a choqué, parce que ça peut être aussi quelque chose qui l'a choqué. Maintenir le dialogue avec l'adolescent, et puis trouver une solution à la situation. Et puis prévenir la récidive, donc ça veut dire que si jamais ça recommence, qu'est-ce qu'on fait? Et sans culpabiliser. Et sans culpabiliser le parent, parce que le parent fait ce qu'on peut, Bien sûr. Et puis c'est déjà pas mal. Donc sans jugement aucun. Après, si c'est plutôt un comportement addictif, où la personne, on se rend compte que l'ado a du mal à descendre, à partager un repas en famille, il y a un repli sur lui, il a vraiment, quand on lui dit tu joues pas, il est vraiment, il pense qu'à ça. Définition de l'addiction, ça veut dire que même si on sait que c'est pas bon, on y retourne malgré les conséquences, que ce soit sur la santé ou sur le travail ou sur la vie en société. Et là, on peut contacter l'EXAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Les addictions aux écrans, c'est des addictions sans produit, donc ça va être orienté généralement vers les psychologues.
Si jamais c'est juste avoir des réponses à des questions, on peut aussi orienter vers les référents CJC, donc les consultations jeunes consommateurs, qui sont des consultations gratuites, anonymes. Et là, le jeune peut même venir consulter tout seul, il n'a pas besoin d'un représentant légal pour venir avoir accès à de l'information et à une écoute. Très bien. Merci beaucoup, Voilà. Stéphanie. Merci, Céline. Merci, Alexis, également. C'était très intéressant, vos échanges et vos éclaircissements aux uns et aux autres. Merci et à très vite pour un nouvel épisode, un nouveau numéro de Parents, tout va bien.